Mesdames et messieurs, bienvenue à cette 8e édition de la tribune du 7e joueur. Mon nom est Benjamin Houle. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille cette semaine pour une édition spéciale repêchage. Effectivement, on a eu l'occasion de s'entretenir durant la semaine avec Carl Bouchard, responsable de la liste CSR pour le repêchage de la GMQ. Et comme c'est le cas chaque semaine, eh bien, notre collaborateur Benoît Bélanger viendra nous faire part de ses prédictions, de ses coups de cœur pour plus d'une vingtaine d'espoirs de l'édition du repêchage de samedi 2 juin à Shawinigan. La tribune du 7e joueur, c'est parti! Donc, pour la tribune du 7e joueur, je m'entretiens maintenant avec Carl Bouchard, directeur du CSR pour la LHJMQ. Ça va bien, Carl? Ça va très bien, merci. Excellent. Écoute, avec le repêchage qui aura lieu dans quelques jours à peine à Shawinigan, pour le bénéfice des partisans des Cataractes et de la LHJMQ, je voulais te poser quelques questions sur cette liste, cette fameuse liste finale du CSR. D'abord, on en est rendu à une combienième édition de cette liste-là? Je ne peux pas dire exactement que depuis quelle année le CSR existe, mais je te dirais que quand j'ai commencé dans les années 90, j'ai commencé au CSR. OK. Donc, ça fait au moins 25 ans là, qui se dresse une liste là, pour le repêchage. OK. En tout, évidemment, c'est sûr que c'est pas l'œuvre d'une seule personne. Il y a combien de personnes à peu près impliquées dans l'ensemble de la production de ce rapport-là? À titre d'éditeur au niveau du CSR, nous sommes 5 pour la province de Québec, m'incluant, et nous sommes 4 au niveau des provinces maritimes, c'est-à-dire un éditeur par province des maritimes. Donc, en tout, on est 9 à l'évaluation des joueurs. OK. Maintenant, c'est sûr qu'on a de l'aide administrative en ce qui a trait à la conception, mais vraiment, pour ce qui est des gens, pour l'évaluation des joueurs, on est une équipe de 9 éditeurs. OK. Donc, à 9, vous couvrez tout ce territoire-là pour aller voir des matchs de hockey, évaluer des joueurs. Dans dans ce processus-là, évidemment, vous faites évaluation d'un paquet de joueurs et inévitablement, les gens cette année vont avoir le réflexe de comparer avec ce qu'ils ont vu à l'œuvre lors du dernier repêchage où il y avait beaucoup de joueurs qui ressortaient vraiment du lot. On pense à Alexis Lefrenière, Samuel Poulain, Jacob Pelletier. Mais là, cette année, à quoi devrait-on s'attendre dans cette première ronde de repêchage ou même dans ce repêchage au complet, là? Écoute, si on regarde de façon globale, le repêchage de cette année est quand même intéressant. Sans peur de me tromper, si j'avais à mettre un pointage au bout des 25 ou 26 premiers joueurs, je suis pas certain que le pointage ne serait pas plus élevé que l'an passé, OK. où on avait quand même un repêchage de grande qualité. La différence, c'est que les premiers de cette année n'ont pas tout à fait la même qualité que les 3-4 premiers de l'an passé. Okay. Et si on regarde au niveau global, je pense qu'il y a quand même 24-25 joueurs intéressants qui devraient être capables de jouer dans notre ligue dans les années qui viennent. OK. Maintenant, oui, si on parle de première ronde, le début de la première ronde, ce qui est plus intéressant, j'imagine, pour les auditeurs, pour les gens, oui. Tantôt, c'est vrai qu'au début de la ronde, il n'y aura pas d'Alexis Lefrenière, il n'y aura pas de Poulain, il n'y aura pas de Pelletier, il n'y aura pas de Parent. Okay. Bien sûr. Par contre, les joueurs qu'on a listés, je pense ici à Lapierre, je pense à William Villeneuve, je pense à Patrick Gay, à Véron Poirier, à Maverick Book, qui devraient être dans les 5 premiers. Je pense une belle qualité de joueur, mais si les partisans des équipes qui vont repêcher de 1 à 5 s'attendent à voir arriver un Alexis Lafrenière avec 42 buts à sa première année à 16 ans, ben, ça se peut qu'il soit dessus. Mais ça peut arriver, on ne sait pas. Qui pensait que Vegas serait en finale ce soir? Oui. Donc, ça peut arriver, mais c'est quand même une belle qualité de joueur. Il ne faut pas s'attendre, comme je viens de le mentionner, à la même position qu'Alexis Lafrenière. OK. Quand on regarde cette liste-là, quand on regarde ceux qui sont classés en première ronde, donc les 18 premiers de classe, il y a très peu de défenseurs. On en compte 4. Est-ce que chaque année, c'est une pondération qui est sensiblement la même? C'est une très bonne observation.
Disons que cette année, c'est un petit peu une caractéristique de notre repêchage. La manne de défenseurs, sans vouloir dénigrer les jeunes arrières nés en 2002, ce n'est pas la meilleure des premières années. OK. Par contre, oui, on en a seulement que 4 en première ronde, si je ne me trompe pas, dont 3 du Québec et un seul des Maritimes. Donc, il faut s'attendre à ce que les équipes qui ont des besoins de repêcher un défenseur qui pense que dans 2 ou à 3 ans, ils vont être capables de jouer 1 ou 2 dans leur équipe, je pense qu'ils vont devoir les repêcher assez tôt. Parce qu'après William Villeneuve, Perron Poirier, Lucas Cormier et Jérémy Biakabatuka, il y a quand même là, de l'espace là, si tu les compares aux autres. Oui, après ça, il faut aller en deuxième ronde pour voir d'autres défenseurs qui sont classés. Ma prochaine question, c'était par rapport à l'évolution de cette liste-là. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a eu des changements dans la façon de développer des joueurs au Québec qui ont influencé, selon vous, l'évaluation que vous avez fait de ces joueurs-là? Ben, je veux dire, avec les années, je pense qu'on n'est pas différent des autres ligues. L'aspect vitesse entre en ligne de compte de plus en plus. C'est sûr que le point numéro 1, la qualité numéro 1 qu'on recherche, on parle de vitesse, on parle de beaucoup d'habileté et on parle de jeu. Il y a quand même un point important qu'on place dans notre évaluation, mais un petit peu moins que si on était une équipe, c'est est-ce que l'éthique de travail du joueur, est-ce qu'il compétitionne à tous les joueurs? Oui, ça peut venir influencer son rang, mais à moins grande échelle que les 3 qualités que j'ai mentionnées tantôt. Donc, oui, le hockey évolue. Oui, notre liste a peut-être changé un petit peu. Je n'ai pas parlé de grandeur, je n'ai pas parlé de poids. Donc, pour nous, ce n'est pas un critère là, qui va influencer l'évaluation des joueurs. Ben, de toute façon, j'allais dire, à un si jeune âge, il y a des joueurs pour qui il y a une transformation physique assez importante entre l'âge de 14-15 et l'âge de 19-20. Donc, absolument. On donne des exemples, là, pas très vieux. Drake Batterson, à 15 ans, il mesurait 5 pieds 7, faisait 140 livres. On l'a vu cette année avec l'équipe Canada, quand même à 6 pieds 2, 190. Ouais. Donc, le jeune évolue, les jeunes progressent. Et donc, ça, c'est des aspects importants pour les équipes qui travaillent chez les jeunes joueurs. OK. Vous disiez tantôt que, évidemment, vous avez eu beaucoup de matchs de hockey, vous avez eu beaucoup de joueurs à l'œuvre. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer des coachs, des parents, des agents pour compléter l'évaluation? Aucunement. OK. Contrairement à une équipe, nous, notre travail, c'est vraiment de classer des joueurs selon ce qu'on pense, nous, en lien avec les qualités qu'on a parlé tantôt. Et en aucun temps, on rencontre un joueur, un parent, un agent, un coach pour connaître leur état d'âme par rapport à un joueur. Okay. Contrairement aux équipes, les équipes qui travaillent très fort font de nombreuses recherches pour s'assurer que le joueur qu'ils vont repêcher est le type de joueur qu'ils recherchent. OK. On a parlé d'attaquants, on a dit que c'est un repêchage où il y avait beaucoup d'attaquants, peu de défenseurs en première ronde du moins, mais dans l'ensemble du repêchage. Le premier gardien de but que l'on retrouve dans la liste apparaît au 28e rang, là, c'est Charles-Antoine Lavallée. Quelle évaluation fait-on des gardiens de but dans ce repêchage-là? Un petit peu comme l'an passé. Pour les gardiens de but, c'est un repêchage moyen où on a quelques gardiens de but qui sont encore en développement, mais qui ne sont pas au-dessus, je te dirais, là, de la moyenne, au-dessus du paquet, là, contrairement à il y a 2 ans. C'est ce que j'allais dire avec Gravel, Rodrigue. 3 à 4 gardiens là, qui ont été pris en première ronde. Et de ce qu'on voit avec les jeunes gardiens nés en 2003 pour l'an prochain et 2004 dans 2 ans, je pense que ça va revenir là, au cours des 2 prochaines saisons. OK. Tantôt, j'ai posé une question par rapport à l'évolution du hockey jusqu'à maintenant, ce que ça a eu comme impact sur vos listes. Tu me disais tantôt que tout ce qui était grandeur, tout ce qui était poids, c'était un élément qui était un peu laissé de côté dans l'équation parce que ça pouvait changer, qu'on mettait l'accent davantage sur la vitesse, puis sur les habiletés. Quel est l'avenir de cette liste-là? Qu'est-ce qui risque d'arriver comme changement au courant des prochaines années? Ben, je
pense pas que, tu sais, dans le fond, là, c'est difficile à prédire. Oui. Mais je pense pas que, pour ce qui est de l'évaluation du joueur de hockey, les 3 qualités qu'on a parlé tantôt en début d'entrevue, je pense que ça va quand même demeurer des outils à vérifier et à évaluer pour chacun des jeunes. OK. L'évolution s'est faite, je te dirais, de façon naturelle parce qu'on a parlé de physique. Puis même à un niveau supérieur, on parle de la Ligue nationale. On s'aperçoit de plus en plus que le physique, je te dirais pas qu'il en tienne pas compte. Il en tienne compte, mais c'est beaucoup moins important qu'il y a 5, 6 ou 7 ans. Ouais. Disons que la mobilité entre beaucoup plus en ligne de compte que par le passé. Surtout à l'époque où on ne visait que les joueurs qui étaient extrêmement grands et extrêmement costauds. Là. Absolument. Et on voit que les arrières, ce qu'on recherche, et ça fait partie du programme d'Hockey Canada des moins de 17 ans. Et on a eu des rencontres lors des dernières semaines pour trouver des joueurs, pour inviter des joueurs au camp d'été des 111. Quand on parle de défenseurs, on cherche des arrières avec de la mobilité et excellent en relance et avec un bon hockey set, un bon sens. À Shawinigan, je vous dirais que ce qui a retenu notre attention, c'est le fait d'avoir perdu Sam Girard peut-être un peu trop vite à notre goût. C'est le genre de défenseur qui, disons, entre bien dans ce mot-là, là, de défenseur habile avec la rondelle, très mobile, très bon en relance et qui n'a pas une stature des plus imposantes. Là. Je pense qu'il représente l'image de ces nouveaux défenseurs. Là. Absolument. Donc, trois défenseurs qu'on a en première ronde, là, c'est vraiment cette image-là. Tu prends les Villeneuve, Jérémy Poirier et Lucas Cormier, c'est vraiment ce type de défenseur qu'on a. Tandis que Bianca Paducas, c'est un défenseur un petit peu plus gros, avec un meilleur physique, beaucoup plus de force physique, un lancer puissant, mais il y a encore des choses à travailler au niveau de la mobilité. Et c'est quand même un défenseur assez unique là, dans notre repêchage pour cette année. Ben, disons que déjà d'être 6 pieds 3, 185, en termes de charpente, c'est quand même assez imposant. Là. Ça, il n'y a pas de doute. Absolument. Et si tu regardes Lucas Cormier, il doit être 5 et 7 ou 5 et 8. 5 et 8, 155, exact. C'est ça. Donc, ça, c'est... Je déteste faire des comparaisons parce que les gens disent après, ben, c'est pas, mais Lucas Cormier, tu fermes les yeux, t'es où? Tu dis, oh, je viens de voir Samuel Girard. OK. Il y a des plaques, il y a vraiment des plaques de ça ne m'étonnait pas Samuel Girard. C'est ça. Il y a quand même des places, là, défenseurs avec un patin, là, incroyable, très bon en relance. Donc, c'est un peu le type qu'on a décrit tantôt. Excellent. Maintenant, concernant les attaquants, celui qui semble être un peu au-dessus de la mêlée, quoique ça semble quand même assez serré, là, c'est Hendrix Lapierre. Mais si j'avais à cibler les 3-4 premiers attaquants, là, je parle de Lapierre, Patrick Gay, Maverick Bourque, puis Josh Lawrence, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ces gars-là? Bon, si on parle d'Hendrix Lapierre, c'est probablement le joueur le plus complet du repêchage. Donc, le joueur qui est capable de bien jouer dans les 3 zones, qui est capable de bien faire paraître ses coéquipiers, qui est capable de compter des buts, qui est capable de passer la rondelle à ses coéquipiers, qui a un bon sens du jeu, une bonne vision, un bon coup de patin. Donc, il compétitionne présence après présence après présence. Okay. Si on regarde un gars comme Patrick Gay, c'est de la pure offensive. Patrick Gay a quand même compté 34 buts, si je ne me trompe pas, l'an dernier. Si on fait une comparaison avec Alexis Lafrenière, qui en a compté 29 au même âge, dans un calibre midget 3. Donc, Patrick Gay, encore une fois, je ne veux pas le comparer. Il y a un joueur qui me rappelle que je jouais à Shawinigan, qui s'appelle Anthony Beauvillier, Gay pourrait peut-être se rapprocher un petit peu. Donc, vous voyez, là, c'est un joueur très offensif, très spectaculaire. L'équipe qui va le repêcher, là, en tout cas pour les 4 premières années, espérons pour l'équipe junior, ils vont avoir un excellent joueur offensif. Okay. Maverick Bourque, c'est un jeune qui a joué à Trois-Rivières l'hiver passé. C'est un coup de cœur pour la plupart des dépisteurs. C'est un excellent joueur offensif. C'était le moteur de l'attaque là, des Estacades l'an passé. Même à 15 ans, durant les séries, c'était un de leurs meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur. Excellent flair offensif,
très bon en protection de rondelles. Donc, lui aussi, là, devrait nous faire un joueur offensif, là, vraiment de niveau supérieur au niveau de la Ligue majeure du Québec. Josh Lawrence, je peux t'en parler, même s'il a quand même mentionné à toutes les équipes qu'il y avait une entente avec l'Université de Boston. Okay. Donc, il ne devrait pas jouer dans le ligue quand même. Josh Lawrence, c'est quand même une machine à points. Okay. Pas un patin extraordinaire, pas un physique extraordinaire, mais quand même, il a joué aux États-Unis cette année pour Select Academy. Il a quand même ramassé 20 points en jouant dans une catégorie supérieure. Okay. Je m'explique, il y a 15 ans, il aurait joué avec les U16. Il a quand même joué avec les U17, si je ne me trompe pas, ou les U18. Mais en jouant même avec les plus vieux, il a quand même récolté 80 points. La plupart des gars du Québec l'ont vu au challenge du mois d'avril à Boisbriand. Oui. Il a quand même été, on s'attendait à plus de sa part, mais il faut quand même respecter là, sa saison à Select Academy. Est-ce que justement le fait que certains joueurs disent ouvertement qu'ils risquent d'aller jouer aux États-Unis change quoi que ce soit dans votre évaluation? Dans notre liste, aucunement. OK. Si j'étais une équipe, je te dirais, bien sûr. Oui, c'est clair. Oh, oui. Pour notre liste, à nous autres, on classe le talent tel qu'on l'a vu, tel qu'on l'a évalué. OK. Évidemment, quand le repêchage va s'amorcer samedi, la première ronde, c'est toujours très, très, très excitant. Il y a beaucoup d'effervescence, c'est très spectaculaire. Mais passé cette première ronde, il y a certainement, sans dire des cartes cachées, mais il y a quand même des joueurs qui se démarquent. Est-ce qu'il y a certains noms qui te viennent à l'esprit qui entrent dans cette catégorie de joueurs-là, qui ne seront pas nécessairement repêchés en première ronde, mais dont on pourrait entendre parler longtemps dans la LHJMQ? Absolument. J'ai un nom en tête, là. J'ai deux noms, dans le fond. J'ai un jeune qui est né en 2002. Ça ne me gêne pas de le dire. Pour moi, on appelle ça un sleeper. Oui. Le sleeper du draft, c'est William Veillette, des Chevaliers de Lévis. Vous savez, Veillette, j'ai parlé avec son entraîneur tôt en début de saison. Il me disait, c'est de valeur, Carl, et William est blessé probablement jusqu'au fêtes, donc il a manqué presque le 2/3 de la saison. Il dit, c'est mon joueur un de mes joueurs de 15 ans, des plus talentueux que j'ai coaché depuis longtemps. Ouais. Donc, le jeune a quand même commencé avec 4 mois de retard. Il a quand même progressé. Probablement qu'il ne sera pas repêché en première ronde, mais ça va être un jeune à surveiller lors de la deuxième ou de la troisième ronde. Okay. L'autre joueur, c'est notre premier joueur qu'on a placé, qui est né en 2001. Simon Pinard, je ne me trompe pas. Des fois, les noms, là, je peux avoir des petites erreurs. Là, je fais ça de façon de mémoire. Là. Qui a eu une saison là, incroyable avec les cantonniers de Magog. Une fin de saison et des prix incroyables. Puis, au début, nous, à notre première piste, si je ne me trompe pas, on l'avait placé au niveau C. C, c'est la 6e ronde, dans la 6e, 7e et 8e ronde. Okay. Notre deuxième liste a quand même conservé au niveau des C. Donc, cette liste était à fin de. Mais depuis la fin du mois de janvier, wow, quelle progression et quelle série il a connue. Donc, je pense que Simon Pinard peut être un joueur intéressant à compter de la deuxième ronde. Et je ne tomberai pas en bas de ma chaise qu'une équipe le sélectionne en première ronde. Oui, effectivement. Si une équipe, par exemple, a 2 choix de première ronde, ou 3 même, peut facilement... OK, excellent. Et ça, comme c'est une équipe qui a 3 choix de première ronde ou 2 choix de première ronde, qui ont besoin d'un joueur qui va endosser le chandail assurément l'an prochain dans un rôle offensif, bang, ils vont probablement sélectionner un gars comme Simon Pinard. OK. Une des problématiques à Shawinigan depuis les dernières années, c'est le fait que des joueurs sont passés au niveau suivant un peu trop rapidement au goût des partisans. Je pense à Anthony Beauvillier, je pense à Samuel Girard. Est-ce que ça fait partie de l'équation maintenant de sélectionner un joueur qui essentiellement va être là plus longtemps, ou si chaque fois c'est le principe de dire on va y aller avec ce qu'il y a de meilleur de disponible? Alors, je pense que je suis assez proche des équipes. Je pense qu'ils prennent le meilleur joueur disponible. OK. Le seul petit lien, c'est qu'eux, ils ont des besoins. Ce qui diffère de notre liste ou notre liste, nous, on n'a pas de besoin. Puis nous, dans le fond, on a 18 choix à Péron, si je parle du CSR. Oui. Tandis que les équipes, je veux juste te donner un exemple,
Une équipe qui repêche en fin de première ronde, qui n'a pas de choix de deuxième, qui n'a pas de choix de trois, qui n'a pas de choix de quatre, qui se retrouve en cinquième ronde, qui sont en amour avec un joueur que nous, on a listé en deuxième ronde, ça peut arriver qu'ils le prennent en première ronde. Tu comprends? Pour être sûr de ne pas l'échapper. Ah oui, je comprends. Et ça, il faut tenir compte de ça quand on évalue la liste du CSR après le repêchage. Parce que nous, dans le fond, on n'a pas besoin de défenseurs, on n'a pas besoin d'agents, on n'a pas besoin de gardiens. Ouais. Puis on a tout. Ouais. C'est pour ça que des fois, ça peut différer un petit peu, mais je te dirais qu'au cours des 3 dernières années, en première ronde, sur 8, on n'a pas eu de score en bas de 15 ou de 16 sur 18 avec notre liste qui a été repêché. Ah, OK. Excellent. Écoute, Carl, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Je vais te laisser au match Golden Knights Capitals. Et puis, on aura l'occasion de voir tout le travail que vous avez effectué avec le déroulement de cette première ronde et de l'ensemble de ce repêchage de la LHJMQ à Shawinigan le 2 juin prochain. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. Merci, bye. On poursuit maintenant notre émission avec notre fidèle collaborateur Benoît Bélanger. Benoît, ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Écoute, maintenant que tu as à faire face au paysage québécois après de magnifiques moments en Grèce, j'imagine que tu t'ennuies un peu de la Grèce? Un peu, mais le retour à la réalité, c'est quand même bien fait. OK. C'est bon, excellent. Écoute, avant que l'on parle du sujet principal aujourd'hui, qui est le repêchage, je m'en voudrais de ne pas revenir sur la finale de la LHJMQ et la tenue de la Coupe Memorial. D'abord, sur le plan de la finale LHJMQ, on a eu droit à un excellent spectacle entre le Titan et l'Armada. Et bon, il faut que j'en profite. C'est rare que ça arrive, mais j'ai eu raison. Il faut quand même que je fasse un peu de millage là-dessus. En bout de ligne, le top 4 défensif du Titan a réussi à museler l'attaque de l'Armada. Oui, je pense que tu l'as dit, c'est vraiment ça qui est venu peser dans la balance. Je pense que tout le monde, pendant l'année, ou même début des séries, parlait de l'attaque de l'Armada. Puis, eux, ils ont réussi vraiment à les contrer, ils ont réussi à jouer d'une façon tellement solide que ça n'a pas vraiment été une menace. Il n'y a pas eu il y a eu des petits moments peut-être, là, mais il n'y a pas eu de dominance à outrance là, de la part d'une des deux équipes. Puis je pense qu'à ce style de jeu-là, peut-être que ça cadrait mieux pour le Titan qui était plus équilibré défensivement, là, je pense. Il était peut-être plus équilibré, plus de profondeur. Ça a fait une série, je pense peut-être au-delà des attentes. On a souvent parlé dans des séries avant, on disait c'était la finale avant le temps. Ouais. C'est sûr que c'était deux équipes qui avaient fini en tête de classement, donc c'était un excellent challenge pour les deux équipes. Mais on n'a pas eu de score de 8-2. Des fois, ça arrive dans les finales là, juniors, ça arrive. Puis non, chapeau Titan. J'aurais peut-être dû t'écouter, j'aurais peut-être dû écouter sur le Titan. Mais honnêtement, regarde, le spectacle était relevé, puis on a vu le Fitzpatrick des beaux jours. Oui, c'est vrai ça. Un gars qui nous démontre qu'en série, il est prêt à élever son jeu d'un cran, puis ça, je pense qu'il appartient à Saint-Louis, donc je pense que c'est une équipe qui va avoir été plu par ce qu'il a vu là, de Fitzpatrick. Puis le corps défensif, là j'ai encore hâte de voir qui va mettre la main sur Galipo. Et Noah Dobson. Comment? Et Noah Dobson. Ouais, également, c'est sûr que je pense que sa cote a encore plus monté. Déjà que depuis l'été passé, il y a une progression là, fulgurante. Moi, je te dirais, à même date l'année passée, je l'avais fin de première ronde environ. Puis déjà pendant l'été, les différents tournois là, de programme canadien ou international, là, il a été incroyable. Puis je pensais que ça allait s'estomper des fois un peu avec le début de la saison. Mm-hmm. Je dirais qu'il y a vraiment une belle courbe d'apprentissage. Je pense qu'avec la Coupe Memorial qu'il y a eu également, les séries qu'il y a eu, je pense qu'il y a encore plus de monde. Il y a beaucoup de DG qui sont allés le voir. Je sais pas si... En tout cas, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un DG de l'Ouest, donc je présume Vancouver. Ouais. Il est allé le voir à 2 reprises.
qui s'est déplacé pour venir le voir. Donc, ça laisse présumer là, que ça va être probablement un choix, je dirais, top 10. Peut-être au plus loin, 11-12, là, mais selon moi, il va sortir top 10. Puis un des premiers défenseurs là, après les gros noms qui sont évidemment Dallin ou Hughes ou Bob Quist. Là. Je pense qu'après ça, là, on peut placer le nom de Ty Smith ou Dobson. Là, je m'éloigne un peu, là, mais évidemment, c'était juste pour soulever tout le potentiel que l'équipe du Titan avait défensivement. Là, c'était assez incroyable. Là. Que ce soit la première paire, la deuxième paire, même la troisième paire, oui. Je disais, il n'y avait pas beaucoup de faiblesse. Fait que c'était difficile pour l'Armada de profiter de moments là, où produire beaucoup d'attaques quand tu as une défensive toujours efficace devant toi. Exact. Puis comme si c'était pas suffisant après un magnifique parcours en finale de ligue, il se retrouve à Coupe Memorial et une ronde préliminaire plus qu'honorable, une seule défaite, puis c'est par une marge très très serrée. D'ailleurs, l'ensemble de la Coupe Memorial a été extrêmement serré. Pour ça, ça a été génial de regarder tout ça parce que il y a plus de 75% de l'ensemble des minutes de jeu où il y avait un écart d'un seul but. Ce que tu veux avoir dans ce genre de tournoi-là où les équipes arrivent d'un peu partout. Là. Et pour ce qui est du Titan en tant que tel, chapeau à toute l'équipe d'entraîneurs et l'ensemble de ces joueurs-là qui ont connu un tournoi extraordinaire. Extraordinaire. Oui, exact. Puis je vais lever mon chapeau également, tu l'as dit, là, à l'équipe d'entraîneurs, à l'équipe de toute la gestion, là, même ce qui est autour des entraîneurs aussi. Là. Je pense que les joueurs ont été très bien préparés. Ils sont arrivés là, il y avait un objectif en tête. Sans rien leur enlever, je pense que c'était une année qui était ouverte à pas mal d'équipes. Souvent des années. C'était un peu comme ça dans toutes les ligues. Il n'y avait pas vraiment d'équipe cette année qui dominait tout le monde. Là, on a vu les Portland à l'époque, des London, qui marchaient sur leur ligue. Après ça, c'était quasiment déjà signé. Leur nom était déjà gravé sur la coupe. Évidemment, à la Coupe Memorial, tu as toujours des surprises aussi. Ouais. Mais cette année, je trouvais que c'était un petit peu plus ouvert. Chaque équipe avait des points faibles, chaque équipe avait des points forts qui étaient différents un de l'autre. Il y avait des équipes qui avaient beaucoup d'attaques. Je pense à Regina, avait une première ligne qui était assez... belle performance de Sam Steele. Exact. Qui a eu une saison quand même relativement tranquille, mais en série, puis à la Coupe Memorial, c'était comme un deuxième souffle pour lui. C'est ça. Moi, je pense que l'aspect que Fitzpatrick avait connu des bonnes séries, ça venait compléter les doutes qu'on avait sur le Titan. Ouais. Pas que j'avais eu des doutes sur Fitzpatrick, mais oui, peut-être. Mais ça venait dire, regarde, on n'a pas beaucoup de points faibles. Je pense qu'ils sont arrivés en pleine confiance. Ils venaient de battre l'Armada, c'était une grosse pièce. C'est ça, je pense qu'ils ont été bien préparés. Tu sais, des fois, des petits détails, l'alimentation, toute la gestion de l'horaire, tout ça, là, c'est des petits détails des fois qu'on oublie. Mais je pense que, surtout dans un tournoi, dans un cadre d'un tournoi, je pense que ça a été très bien géré de la part du Titan. Puis je leur lève mon chapeau. Écoute, c'est pas démérité, là, c'est vraiment c'est une compétition qui est super difficile à gagner. Moi, j'ai deux amis ici qui ont joué les deux pour le Titan à l'époque, qui sont allés les deux fois à la Coupe Memorial, puis ils sont même pas passés proches là, avec des équipes différentes. Ils sont allés avec, si je me rappelle bien, c'était Chicout et puis Acadie Bathurst. Puis c'est ça, ils disaient on n'était pas aussi proche parce que le Titan était présentement, il y avait tellement une profondeur, il était tellement, c'est ça, il y avait une idée en tête, c'était de gagner. Puis moi, une de mes révélations, ça a été Truchon-Biel. Ah oui. Même pendant les séries, ça a été le leadership qu'il y avait. On peut parler de Sam Asselin qui aussi... Mais ça, c'est toute une surprise. Le gars est arrivé et quand il est arrivé à Bathurst, il y a eu des débuts plus modestes, notamment parce qu'il a été blessé. Mais il a vraiment réussi à trouver sa niche dans cette équipe-là. Et il a suivi, évidemment, Truchonville dans son sillage, là, mais Sam Asselin jouait contre les gros trios adverses. Et il a fini deuxième buteur de ce tournoi-là. Il a fini sur la première équipe d'étoiles.
dans l'ensemble des transactions qui ont été faites par le DG du Titan à la période des échanges, cet échange-là, là, ça s'est révélé extrêmement profitable pour le Titan. Oui, c'était ça, c'est une superbe surprise. Puis je pense que vous êtes en mesure, vous, de cerner le joueur. Je pense que vous avez évolué assez longtemps pour connaître le bonhomme. Puis c'est ce qui est plaisant avec tout le processus des séries éliminatoires puis de la Coupe Memorial, c'est que souvent on découvre des joueurs comme ça. Puis je suis tellement content pour un gars comme Truchon Viel qui a signé un contrat avec San Jose, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Donc, tu sais, c'est probablement qu'il avait déjà tombé dans l'œil de cette équipe-là, mais tu sais, quand tu vois la façon dont ces gars-là se présentent dans des matchs importants, t'as encore plus envie de les acquérir dans ton équipe à ce moment-là. Moi, je leur tire mon chapeau, là, honnêtement. Au début de l'année, on savait que le Titan voulait se rendre loin. Est-ce que j'y croyais? Je vais être honnête, je pense pas. Je voyais d'autres équipes peut-être plus près d'eux. Puis tant mieux, ils m'ont fait mentir. Puis comme je te disais, c'est vraiment pas démérité. Là. Ils ont joué d'une façon exceptionnelle. T'sais, ils ont peut-être eu un petit laxisme, là, le match où ils dominaient, je pense, par 6 ou 7 Ouais, buts, quand c'était 7-2. Hein. Puis, mais tu sais, c'est des choses qui arrivent. T'sais, ils ont réussi à rester focus. Puis, ils ont quand même réussi à gagner ce match-là. Donc, ça montre l'esprit que cette équipe-là avait, la mentalité qui est instaurée, là, la philosophie dans cette équipe-là. Là, c'est merveilleux, puis on est bien content de avoir la Coupe Memorial en Ligue junior majeure du Québec. Effectivement, et pour illustrer un peu cet esprit de corps qui s'est créé avec cette équipe-là, tout au long de l'année, puis tout au long des séries éliminatoires, et même dans l'ensemble de la ronde préliminaire de la Coupe Memorial, le Titan Acadie Batters a été l'équipe la plus indisciplinée. Peu importe l'équipe, là. Et quand est arrivé le dernier match de l'année, celui qui devait gagner à tout prix, ils n'ont écopé que d'une seule punition en fin de troisième période. Alors, c'est dire à quel point ils étaient concentrés vraiment à atteindre ce but ultime-là. Ça a été une démonstration de hockey vraiment, vraiment impressionnante. Ouais, on peut juste leur relever notre chapeau. Je pense que c'était une belle prestation. Puis, regarde, on va leur souhaiter un bel été pour les joueurs pour pouvoir en profiter un peu. Puis, fêter ça avec les gens de la Il faut, certain. Maintenant, allons-y avec notre sujet principal, le repêchage qui va avoir lieu le 2 juin prochain à Shawinigan. Nous avons l'occasion, les Cataractes, de choisir 2 fois en première ronde, 3e et 11e, si je ne m'abuse. Il y a un paquet de joueurs disponibles cette année. J'aimerais ça que tu m'expliques comment tu vois un peu certains de ces joueurs-là. Évidemment, on ne fera pas la liste complète parce qu'on pourrait jaser pendant des jours et des jours. Mais concentrons-nous peut-être sur ceux qui sont répertoriés en première ronde selon le CSR. Et aussi peut-être d'autres coups de cœur que tu avais. Je vais y aller à tout saillant, tout honneur avec celui qui est classé premier selon cette liste. C'est Hendrix Lapierre. Oui. Un cas intéressant. Je dois tout de suite mettre une bémol. La semaine passée, il y a un jeune qui est venu mêler les cartes. Ouais. On parle du jeune... je vais revenir sur Hendrix Lapierre après. Ouais. Le jeune Théo Rochette, qui est un jeune Suisse, je dirais canado-suisse-français, parce que ça marque française, qui évolue en Suisse, dans le fond, depuis plusieurs années. Je dirais pas toutes depuis sa naissance, parce qu'il a également évolué un peu ici sur la Rive-Sud de Québec. Okay. Son père est Donnacona, il est un ancien arbitre en Suisse à plusieurs niveaux, là, que ce soit en première ligue ou en Ligue nationale A, B. Puis il a également fait partie du coaching staff de Lausanne. Je ne sais pas s'il est encore là, mais il était longtemps pendant le coaching staff de Lausanne, mais je pense qu'il n'est plus. Maintenant, il est à la télévision comme analyste là, au niveau du hockey. Mais donc le jeune Rochette, ça fait plusieurs mois qu'ils ont fait la demande pour qu'il soit admissible au repêchage de la Ligue junior majeure du Québec. Ce que j'ai entendu parler, parce que j'ai certaines connaissances en Suisse,
un qui est revenu, mais un qui est un entraîneur en Suisse, là, en Ligue nationale B, qui est un ami à moi qui m'a raconté certaines choses. Puis que lorsque j'ai parlé la semaine passée, c'est drôle, il était avec Stéphane Rochette, le père de Théo. Il l'a rencontré dans la journée. Là, donc, il m'est revenu un peu plus tard avec un petit peu plus de détails. Puis, ce qu'il me disait, c'est que c'est ça a été un long processus. Il y a certaines équipes, dont Portland, qui auraient voulu que Jeune Rochette soit admissible au repêchage, mais de... la Ligue de l'Ouest? Oui, du repêchage européen. Ah, du repêchage des joueurs européens. Donc, eux autres, ils auraient probablement aimé ça, mettre le grappin dessus à ce moment-là. Mais eux souhaitaient que ça soit dans la Ligue junior majeure du Québec, ce qui est déjà un bon signe en partant, parce qu'on a toujours les doutes. Est-ce qu'on repêche le jeune? Est-ce qu'il va venir? Par la suite, bon, ça a été accepté. Je sais que Gilles Courteau a travaillé très fort avec ce qui est la CHL, puis les instances au Hockey Canada. Donc, ça a été accepté. Le joueur peut être repêché. Maintenant, son niveau. C'est difficile. Moi, j'ai vu seulement quelques clips. J'en avais déjà entendu parler puisque je l'avais déjà répertorié sur certaines listes, moi, pour le repêchage de 2020 de la Ligue nationale. Puis oui, je commence tôt, mais c'est correct. J'ai déjà une cinquantaine de noms pour ce repêchage-là. Puis il était déjà répertorié comme un choix, je te dirais, top 15, top 20, top 15, puis peut-être même top 10. Donc, c'est déjà un gars qui était sur la map. Écoute, l'année passée, il jouait en ligue ça s'appelle en junior élite, en Suisse. Donc, qui est comme un peu leur junior majeur. Okay. Bon, évidemment, la première pensée que les gens vont avoir, c'est pas le même niveau que le junior majeur. Mais il faut faire attention parce que c'est quand même un très, très bon niveau. Okay. Il y a eu une très bonne saison. Là, on parle de 34 points en 41 matchs, là, si je ne me trompe pas, là, 18-24 passes. Pour un joueur de 15 ans, c'est assez extraordinaire. Fait à noter, il y avait un autre joueur aussi de 15 ans là, qui est Marco Rossi, mais qui est un Autrichien, qui est un joueur qui est un lait. Okay. Donc, lui aussi, il devrait être du repêchage de 2020. Donc, Rochette est un excellent joueur de hockey, très brillant, des bonnes mains, un bon coup de patin, un peu frêle, pas très gros, quand même une bonne taille. Après moi, il va finir environ à 6 pieds là, lorsqu'il va avoir fini sa maturité. Okay. Présentement, il fait 5 et 10 là, en étirant un peu. 150 livres, donc c'est pas un gros gaillard, c'est pas un gars très musclé. Par contre, ça, à cet âge-là, ça se travaille. C'est un gars très sérieux. Je pense qu'il sait qu'est-ce que ça prend pour devenir pro. Donc, je pense que s'il veut s'en venir ici avec les bonnes intentions, moi, j'ai vraiment l'impression là, que c'est le meilleur joueur de cette équipe-là. Okay. Donc, c'est à rien enlever à la pierre, mais selon moi, si j'ai à choisir le meilleur joueur pour cette QV-là, c'est Théo Rochette, qui n'était pas encore annoncé lorsque la centrale a fait sa liste. Donc, c'est probablement pour ça qu'il n'est pas là. Puis, pourquoi il apparaît, il apparaît à la dernière minute, c'est pas un coup monté. Ouais, c'est pas une manigance ou... ouais. Non, ça, c'est vraiment parce que lui, il aurait aimé ça, le savoir avant. Il est arrivé aujourd'hui au Canada. Il rencontre des équipes cette semaine. Donc, moi, j'ai entendu 3 équipes. Je pense que je peux les nommer. C'était évidemment le Chicoutimi. J'ai entendu Shawinigan. Puis évidemment Halifax. On peut penser à Nico Ischier qui a joué là. Puis évidemment Halifax, eux l'ont vu jouer. Ils ont eu des vidéos, donc j'ai entendu dire qu'ils l'appréciaient vraiment beaucoup. Par contre, ils n'ont pas vraiment de choix pour mettre le grappin dessus, selon moi. Donc, ce qu'on me disait, c'est que là, dernièrement, là, depuis une semaine, quand on a su ça, il y a beaucoup de monde qui appelle pour s'informer. Il y a beaucoup d'équipes qui essaient vraiment de s'avancer pour essayer de l'avoir. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir. Moi, je pense que si Chicoutimi réussit à lui parler, je sais qu'il en forme demain matin, si jamais il réussit à le convaincre d'aller là-bas et tout ça, moi, je pense que ça va être leur choix, ça va être Rochette.
Surtout, un fait intéressant, c'est la glace olympique. C'est vrai. Rocket est habitué de jouer sur une glace olympique, donc moi je pense que ça peut être un bon fit pour lui là-bas. Lui, ce qu'il veut, dans le fond, c'est avoir une équipe où il va jouer. Il veut pas terminer sur une 3e, 4e ligne, une équipe qui est bourrée de joueurs établis, tout ça. Il veut avoir de la glace. Donc, moi, je pense que ça pourrait être un bon fit. Non, moi, je pense que Shaoui ne passera pas par-dessus si jamais il est encore disponible. Ouais, exact. Puis, je pense qu'il se présentera à Shawinigan sans problème. Donc, moi, je pense que si DG fait son travail, fait ses rencontres avec le jeune, je pense que c'est le meilleur joueur disponible à ce moment-ci. De ce qu'on m'a dit, il appartient à l'agence de Pat Brisson. Ah, OK. Donc, déjà depuis plus d'1 an, quasiment 2 ans. Donc, c'est déjà quelqu'un qui a été ciblé. Il va aller faire le fameux tournoi en Californie là, avec les joueurs qui appartiennent à cette agence-là. Puis, ce qu'on m'a dit, c'est que déjà, il y a 2 ans, il était supérieur à Bordelot et Lapierre. Moi, Bordelot, c'est quelqu'un que j'ai haute estime. Oui. Puis, en termes de talent, là. Puis, Lapierre également, là, qu'on parle de premier là, pour la centrale. Évidemment, bon, il s'est probablement passé beaucoup de choses en 2 ans, mais il n'y a rien qui m'indique que Rochette là, serait en dessous de ces joueurs-là. Moi, j'aurais tendance évidemment, là, j'ai pas assez de visionnement pour me prononcer, mais j'aurais tendance à penser là, qu'il pourrait sortir dans les premiers, peut-être top 3. Moi, la personne que j'ai parlé en Suisse me disait il va sortir 3, 4 ou 5. Mais est-ce qu'une équipe qui a l'assurance qui va venir va passer par-dessus? Je ne le sais pas. Okay. Si on revient à Hendricks, est-ce que c'est selon toi le joueur, l'attaquant le plus complet de cette première ronde? Complet, c'est probablement pas faux. C'est un joueur qui peut jouer en 2 sens. Comparativement à d'autres joueurs à attaque de cette QV-là, il y avait peut-être pas la même équipe que ces joueurs-là. Je pense à Patrick Gay qui avait une équipe qui sont rendus au bout. Ça l'aide. Évidemment, Patrick Gay est un talent extraordinaire aussi, mais peut-être moins complet là, défensivement et tout ça. Lapierre est un gars extrêmement rapide, qui a un bon physique. Il va finir, lui, vraiment, en termes là, de hockey, il a une shape de junior. C'est un gars qui va être capable de s'impliquer physiquement, de bloquer des lancers, puis de marquer des gros buts. Là. C'est un bon buteur, ça peut être un fabricant de jeu aussi. Et moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est son coup de patin. Je trouve qu'il a un excellent coup de patin, une belle mobilité, puis sur une glace olympique aussi à Chicout. Ça peut être assez impressionnant. Je sais qu'il y a une partie de sa famille qui demeure au Saguenay ou au Lac-Saint-Jean, donc on parle de lui comme une vedette locale, même s'il a fait son budget 3 à Gatineau. Donc, c'est probablement pour ça que son nom sort souvent en premier. Sinon, dans les autres, je ne sais pas si tu as la liste pas loin. D'après moi, peut-être William Villeneuve est pas loin. C'est ça. Si on délaisse pour un instant les attaquants, on se retrouve avec le premier défenseur répertorié au 2e rang, selon le CSA, qui est William Villeneuve, effectivement. C'est un gars de Magog. Lui, évidemment, il était dans l'équipe qui s'est rendu jusqu'au bout, là, comme je disais. C'est un excellent défenseur, aussi très complet dans les 2 sens. Un bon physique. Au niveau de la grandeur, il y a encore un peu de muscle à mettre sur sa charpente. Oui, il fait presque 6 pieds 1, mais il est à 155 livres environ, effectivement. Oui, exact, c'est ça. À cet âge-là, c'est un peu normal. Oui. C'est un gars qui m'a l'air extrêmement sérieux, qui a un bon hockey simple, un bon distributeur de rondelles. Peut-être que on pourrait demander mais ça, je pense que ça va venir un peu avec la maturité, avec la force physique. Peut-être ses premières enjambées, un petit peu plus de puissance, puis son lancer, selon moi, qui pourrait rajouter un peu de puissance. Moi, j'allais un petit peu plus loin parce que j'ai un autre défenseur que j'apprécie beaucoup, qui avait joué une Jet 3 à 14 ans, qui est Jérémy Poirier. Pour moi, selon moi, là, c'est vraiment... je crois que la centrale peut l'avoir mis autour de 5-6 peut-être. Il est classé 4e, Jérémy Poirier. 4e, vois-tu.
Jérémy Poirier, ça a toujours été un super bel espoir, un gars des Grenadiers de Châteauguay. Moi, c'est vraiment lui, sérieusement, cette année qui m'a épaté le plus. Et je fais souvent une comparaison avec un autre joueur, un petit peu moins dominant, mais il me fait penser un peu à Jérémy Roy. OK. Évidemment, Jérémy Roy qui était extrêmement dominant midget 3, là, Poirier n'est pas à ce niveau-là. Mais Poirier qui grandit beaucoup, qui a pris quasiment 4 pouces depuis l'année passée, qui a quand même un physique assez intéressant, capable de transporter la rondelle, il est bon en protection. Moi, c'est vraiment le défenseur là, qui m'attire le plus de cette cuvée-là. Donc, je l'ai un peu devant Villeneuve. Évidemment, au niveau des statistiques, là, Villeneuve est nettement en avance. Là. Il a quand même fait 46 points cette saison. Sinon, c'est pas vrai. Il a fait 34 points, excuse-moi, de cette saison. Puis Poirier, 31. Comme je te dis, ils n'ont pas la même équipe. C'est vraiment un feeling personnel. Moi, j'aime beaucoup Poirier. Il y en a qui vont dire qu'il manque un petit peu de vitesse. Plus ou moins d'accord, mais je trouve que sa mobilité est vraiment très bonne. Peut-être au niveau qu'on dit, terme de jump. Ouais. Un petit peu moins de jump, mais je trouve pas que Villeneuve en a extrêmement beaucoup non plus. Donc, moi, Poirier, c'est vraiment mon coup de cœur là, au niveau des défenseurs cette année. Puis, pas très loin, je sais qu'il y a des gars comme Lucas Cormier. Tu vois, c'est drôle que tu dises ça parce que j'allais dire, tant qu'à être dans les défenseurs, parle-moi un peu de Lucas Cormier. Ouais, c'est un gars du Nouveau-Brunswick. C'est un petit défenseur, par contre, caractère offensif. C'est un gars qui aime beaucoup se porter à l'attaque comme un peu un quatrième attaquant. C'est un joueur extrêmement mobile, avec la rondelle, autant que sans la rondelle qu'avec la rondelle. C'est peut-être plus un genre de défenseur offensif. Dans sa zone, évidemment, à cause de son physique, c'est un petit peu plus difficile. Je te dirais pas que c'est un problème. Par contre, midget 3, la différence est quand même assez importante là, quand t'arrives junior majeur. C'est un gars qui a quand même relativement un bon lancer, précis, qui est un bon distributeur de rondelles. Au niveau des habiletés, là, il est assez impressionnant. Là, surtout, moi, sa mobilité sur patin là, m'impressionne beaucoup. C'est ça, je dirais savoir en termes de développement, là, il est vraiment pas très gros. S'il est capable de jouer physique, ça peut être un choix assez intéressant. Mais, moi, je l'ai un petit peu plus loin. Là, je l'ai peut-être dans les rangs là, 11-12 là, en raison de sa taille. J'ai un autre défenseur avant lui qui est Jérémy Biakabutuka. Oui. Qui est un nom qui est difficile à dire, mais qui va peut-être rappeler à certaines personnes, c'est son oncle qui avait joué dans les Panthers de Caroline? Oui, exact. C'est ça. Un ancien joueur des Wolverines de Michigan. C'était M. Chimanga Biakabutuka. Oui, exact, c'est ça, Chiminga. Donc, il y a un peu les gènes de la famille. Donc, c'est un gars qui a une énorme physique. Détrompez-vous, c'est pas parce qu'il a cette taille-là. Moi, il m'a vraiment impressionné. J'avais peur que ce soit pas un défenseur vraiment mobile. Mais sérieusement, il est capable d'un peu tout faire sur la patinoire. Il a un lancer foudroyant. Je suis prêt à dire que c'était pas mal un des meilleurs lancers de Jet 3 au Québec. Okay. Il a vraiment, vraiment tout qu'un lancer. Il aurait tendance parfois à essayer de varier un peu son jeu, à justement essayer de un petit peu moins utiliser son lancer frappé. Je pense que c'était peut-être la directive qu'il avait, il l'utilisait énormément. C'est peut-être moins distributeur pour cette raison-là. Mais c'est un excellent défenseur. Puis je pense que si on parle de shape de junior, c'en est un qui peut graduer assez rapidement puis qui peut s'imposer assez rapidement là, en raison de son physique. Là. Donc moi, je l'avais... moi, je le mets 9e. Je sais que la plupart le mettent un petit peu plus loin. Là. Tu vois, lui, sur le CSR, on l'a classé 13e. OK, ben c'est ça. Moi, j'ai même vu du monde le mettre presque 20e, là, un peu plus loin. Mais moi, je pense que s'il glisse là, en dehors du top 10, là,
il devient un des joueurs les plus convoités à ce moment-là. Ben, des défenseurs répertoriés en première ronde, ça fait le tour. Parce que pour tout le reste, ce ne sont que des attaquants. Et tantôt, tu as commencé à parler d'un attaquant qui a fait tourner beaucoup de têtes cette année, c'est Patrick Guay. Oui, mais pas juste cette année, parce que dès l'année passée, dans le temps 3, avec les enfants du Triolet, ils ont tout remporté. Évidemment, c'est la même gang qui se suit d'année en année. On parle de Villeneuve, on parle un peu plus tard de Baudouin, même Marshall Lessard. Écoute, c'est une équipe qui ont progressé ensemble, mais je vais dire quelque chose, c'est une équipe très jeune. C'est assez rare de voir des équipes aussi jeunes se rendre jusqu'à la Coupe TELUS. OK. Puis tu sais, ils n'ont pas mal fait, là, ils n'ont pas été déclassés contre des équipes qui ont souvent 6, 7, 8, 7 ans, des fois même plus. Des équipes qui ont 2 ans de maturité de plus. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Patrick Guay est probablement le meilleur attaquant de cette formation-là. Moi, c'est du Québec. Si j'enlève Rochette, puis si j'enlève là, Josh Lawrence qui est un gars des Maritimes qui va probablement aller jouer aux États-Unis. Oui. Patrick Guay, pour moi, c'est le meilleur joueur de ce draft-là. À l'attaque, puis même je le mets devant Jérémy Poirier, je pense qu'il nous a prouvé avec que ce soit les séries, la saison, que ce soit durant même au challenge qui est un petit peu plus tranquille, que ce soit à la Coupe TELUS, il a été très très bon. Évidemment, il n'a pas un gros physique, ça peut inquiéter certaines personnes. Moi, je pense que c'est pas un aspect qui va jouer contre lui. Il va continuer à grandir de toute façon. Puis, mais c'est un gars qui a un sens du jeu incroyable. C'est autant un buteur qu'un fabricant de jeu. Il est toujours dangereux à la rondelle, toujours placé au bon endroit. Il pourrait à la limite jouer sur un désavantage numérique. C'est peut-être pas sa plus grande force, mais c'est juste parce que je l'ai pas vu énormément jouer là. Et c'est un gars qui peut tout faire sur une glace. Puis un niveau offensif, là, il y a peut-être juste Thomas Bordelot qui se rapproche de lui. Moi, je pense qu'il est supérieur offensivement à Hendrix Lapierre. Mm-hmm. Lapierre est peut-être plus complet, puis peut-être même un meilleur coup de patin. Okay. Patrick Guay, là, c'est des mains incroyables, c'est une vision du jeu au-dessus de la moyenne de cette année-là. Pourquoi je le mets pas avec Chicout? C'est un peu en raison... moi, je pense que c'est le fit qui marcherait pas. On n'oubliera pas que le frère de Patrick Guay... c'est Nicolas Guay. Oui, exact. Ouais. A appartenu à Chicoutimi. Il est parti après ça jouer en Autriche, je pense, si je me trompe pas, pour revenir par la suite dans la Ligue junior. Donc, est-ce que... Évidemment, c'est peut-être pas le même monde en place, mais l'impression laissée n'est pas la bonne, mettons. Non, exact, c'est ça. Donc, puis je pense que ça va parfaitement faire. Moi, vois-tu, je l'ai... c'est sûr que c'est difficile à dire, là, mais je l'ai 3e sur ma liste, donc il tomberait avec les cataractes. Mm-hmm. Et, je pense que ça serait une bénédiction pour Shawinigan de mettre la main sur ce joueur-là au 3e rang. Ça serait une belle façon de relancer l'attaque là, du niveau de Shawinigan. Oui, effectivement. Surtout que des attaquants qui peuvent marquer des buts, c'était une denrée rare l'année passée. C'est clair que ça pourrait nous aider grandement, effectivement. Si j'enlève Rochette, après ça, je peux parler rapidement de Josh Lawrence, oui. Qui est un gars qui est destiné, de mémoire, là, il a déjà fait son commitment à BU, là, à Boston University. Donc, c'est pratiquement ça. À moins d'un changement, un revirement majeur, là, un gars qui a déjà fait son annonce qui allait se présenter à Boston University d'ici quelques années, je vois pas... C'est sans rien enlever à la Ligue junior majeure du Québec, là, mais je pense qu'il va se diriger vers ça. C'est probablement un des... avec Rochette, c'est le meilleur attaquant de ce draft-là, mais malheureusement, il va descendre.
En termes de comparatif, là, ceux qui suivent un peu les jeunes prospects, on peut penser à Joel Farabee là, qui jouait au 18 avec la sélection américaine. C'est un gars pareillement qui peut faire un peu tout dans les deux sens, qui est dynamique offensivement. C'est un fabricant de jeu avant même d'être un buteur. C'est un gars qui a une vision du jeu là, au-dessus de la moyenne. C'est évidemment, ce serait il a été longtemps là, répertorié comme le numéro 1. Je sais que la balle le met un petit peu plus loin. Ouais, il est classé 6e. Ouais, mais tu sais, ça c'est, en tout cas, mon avis à moi, c'est probablement le meilleur joueur là, au niveau, si on fait une combinaison au niveau skills, habileté, puis sens du jeu, selon moi, c'est le meilleur joueur à l'attaque là, de ce repêchage-là. Puis l'autre joueur que je pense qui est Thomas Bordelot. Ouais. Et juste après. Et, bon, c'est ça. Lui également, c'est pas mal clair et précis là, qu'il va s'en aller jouer aux États-Unis. Mm-hmm. Il a été sélectionné pour faire partie du programme américain puisqu'il est né aux États-Unis lorsque son père jouait au hockey là-bas. Exact. Son père qui a appartenu là, au Canadien de Montréal, mais qui a également joué ailleurs, là, à Nashville, de mémoire, il y a quelques autres endroits. Donc, lui, c'est ça, a opté pour se rendre là, puis ça va être vraiment intéressant à suivre. On n'a pas souvent des joueurs qui s'en vont, des joueurs du Québec qui s'en vont jouer pour le programme américain, parce que ça prend évidemment la nationalité. C'est un programme qui développe d'excellents joueurs, donc ça va être intéressant de voir sa progression. Lui qui avait joué également 14 ans dans la Ligue Jet 3. Donc, c'est un gars, là, c'est une bombe offensive. Écoute, c'est 64 points cette année. 26 buts, 38 passes, c'est énorme, ça. Exact, c'est ça. Il n'y avait pas nécessairement une équipe aussi bien entourée que Magog, par exemple. Exact. C'est un joueur en possession de rondelle est extrêmement dangereux. Écoute, c'est des mains, là, incroyable, là, c'est des mains élites là, pour une Jet 3. C'est tout qu'un joueur de hockey. Donc, probablement que c'est un joueur qui va glisser. Il y a probablement une équipe qui va essayer de mettre le grappin dessus pour obtenir ses droits. Si jamais ça fonctionne pas là, avec le programme américain ou aux États-Unis, il va peut-être décider là, de rentrer à ce moment-là. On voit ça souvent, là, donc il y a une équipe qui va probablement tenter, ou encore qui a déjà discuté avec la famille. Puis ça s'est déjà vu, effectivement. Exact, c'est ça. Ça, on le sait très bien. Par contre, je sais que dans la famille, c'est très important, les études. Puis, de ce que je sais, c'est un bon gars à l'école. Donc, je pense qu'il veut poursuivre, qu'il aimerait ça essayer d'avoir là, une entente avec une université américaine. Donc, c'est un beau projet pour lui aussi. Par la suite, je pense que par la suite, sans enlever rien aux autres attaquants, on descend peut-être un petit peu un niveau. J'ai Maverick Bourque. Ben, c'était mon prochain sur ma liste. Maverick Bourque est un gars de les Estacades, qui est un talent joueur de hockey également. Pas un gros gabarit. C'est un petit joueur aussi. Il joue petit peut-être par moment. Évidemment, lui jouait aussi sur une grande glace, donc c'est peut-être un peu à son avantage. C'est plus difficile un peu de frapper dans ces situations-là. Donc, dans les matchs physiques, je dis ça, mais en même temps, moi, je me rappelle d'un match contre nous en série où il a fait 5 points. Puis, c'était chez nous, local, à Lévis. Donc, écoute, c'est un joueur extrêmement dangereux également, avec des habiletés. Là, c'est un joueur qui a des excellentes habiletés, un bon coup de patin. Mais ses habiletés avec la rondelle, là, c'est fabuleux. Il a un bon lancer. Pas nécessairement le plus puissant, mais précis. Puis, il décoche rapidement. C'est très dangereux pour les gardiens de but. C'est très difficile à arrêter un joueur qui décoche aussi rapidement. C'est un joueur là, qui pourrait être très intéressant, là, qui, s'il glisse, là, moi, je le vois, là. Je l'avais mis 8e sur ma liste. Je sais que les autres l'ont un petit peu plus loin, probablement. Non, ils l'ont classé 5e, devant Josh Lawrence, devant Thomas Bordelot. OK. Bon, ben, vois-tu, peut-être pour les séries qu'il y a eu, on sait qu'il a perdu en finale. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être parce qu'il n'y avait pas une équipe, justement,
aussi bien entouré que Magog. Il n'y avait pas tant de gros noms que ça du côté des Estacades, donc c'était vraiment le pilier offensivement. Ben, c'était une équipe plus défensive. Oui, exact, effectivement. Puis, écoute, c'est un gars on a vu déjà dans les équipes du Québec, tout ça. Puis, non, c'est un excellent joueur. Donc, moi, je pense que l'équipe qui va mettre la main dessus, là, pour moi, c'est vraiment, si on regarde au niveau des élites des attaquants pour cette année, évidemment, on n'a peut-être pas, si on enlève Rochette, Lawrence, Bordelot, on n'a peut-être pas de joueurs comme Jacob Pelletier ou Lafrenière l'année passée, mais Poulin même à la limite, mais on a des bons joueurs. Donc, il y a beaucoup de gars de cette QV-là qui vont se rendre junior majeur, qui n'ont peut-être pas un impact aussi flamboyant que des gars que j'ai nommés, mais ils vont quand même être d'excellents joueurs juniors. Ça, j'en suis persuadé. Après ça, si je regarde les autres noms, peux-tu y aller par la suite? Qu'est-ce que tu as sur la liste? Ben, moi, j'aurais aimé ça que tu parles un peu, puis tu vas prêcher un peu pour ta paroisse, là, mais Pierre-Olivier Roy. Oui, OK. Pierre-Olivier qui est un excellent fabricant de jeu. Je dirais plus un passeur qu'un buteur. Il a eu la chance cette année de jouer avec son frère, là, 2 ans plus vieux, donc c'était une belle expérience pour lui. Un joueur polyvalent qui peut jouer autant au centre qu'à l'aile. Nous, il a joué un peu au centre au début de la saison. Par la suite, il a joué à l'aile. Dans les deux, il réussissait à tirer son épingle du jeu. Un gars qui est menaçant en attaque à 5, c'est avec sa vision du jeu, là, c'est assez incroyable. Il n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour fabriquer un jeu. Physiquement, un bon physique. Il n'est pas là, sur la liste. Là, je sais qu'il met, je pense, 5 et 9, 150 là, autour de ça. Ça c'est un gars qui va... Ouais, c'est ça, c'est un gars qui va finir à maturité, là, qui va être autour de 6 pieds. Là, donc, c'est pas un aspect, puis il est capable d'en prendre, il est capable de jouer physique. C'est pas son jeu premier, c'est pas son rôle premier, mais c'est un gars là, c'est ça, qui est conscient dans sa zone, qui est bon en relance. C'est un bon joueur complet. Là. C'est évidemment un joueur qui va plaire à beaucoup de monde. Là. Moi, j'ai parlé à certains recruteurs cette année, puis il y en a beaucoup qui l'appréciaient beaucoup, là, surtout pour sa vision du jeu et tout ça. Je pense qu'il a même, au cours des années, là, vraiment amélioré certains aspects là, de son jeu. Là. En anglais, on dit quand il a sa deuxième gear, là, il est arrêté. Là, il a une bonne deuxième vitesse, si on veut. Peut-être pas une explosion au départ là, que certains joueurs ont, mais sa deuxième vitesse, là, ça peut le permettre là, d'être sur le rush ou encore en débordement, d'être dangereux à ce moment-là. Mais comme je te dis, moi, je le vois là, comme un excellent attaquant. Peut-être pas élite de cette classe-là, mais par contre, dans le premier tiers, là, à l'attaque là, de cette QV-là, là, moi, vois-tu, je l'ai autour de 13-14, là, autour de ça, là, pour le repêchage. Là. OK. Est-ce que tu avais des coups de cœur dans ce repêchage-là? Des joueurs qui parfois passent sous le radar? Ouais, ben, je vois. Il y a un gars que j'ai sur le bord de la première ronde, là, qui est un gars qu'on a entendu parler un petit peu, puisque c'est un gars des Maritimes également, là, qui est en avance, peut-être pas sur Lucas Cormier, peut-être au niveau physique, mais c'est Charlie Desroches qui a fait parler de lui à plusieurs reprises, là, surtout dans les dernières semaines et derniers mois. C'est un défenseur qui a un bon physique. Écoute, c'est un gars qui peut produire énormément. Là, c'est 42 points cette année, donc c'est un gars qui est capable de contribuer. C'est un gars qui est mobile. C'est un gars qu'on voit déjà aller avec les équipes là, des Maritimes là, depuis quelques années. Lui aussi, on parle qui a fait déjà son commitment pour Northeastern University. Donc, c'est toujours un risque. Par contre, de ce que j'ai entendu, il serait pas contre l'idée de venir jouer dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, on peut penser peut-être à une équipe des Maritimes. Ouais. Pour moi, ça reste un joueur intéressant. Sinon, dans les autres joueurs, je vais peut-être prêcher un peu pour ma paroisse. Vas-y.
Un qui était blessé au début de l'année, donc on a peut-être un peu moins vu, qui était en série. J'ai pas ses statistiques, là, mais en série, ça a été, je pense, notre deuxième meilleur pointeur. Là. A eu des excellentes séries. C'est William Veillette. C'est un joueur qu'on a utilisé au centre. Écoute, un excellent coup de patin, une vision du jeu époustouflante. Honnêtement, là, c'est un gars qui comprend tellement bien la game. C'est un gars qui peut jouer défensivement, qui peut produire offensivement. S'il y avait eu un titre cette année pour le joueur le moins chanceux, j'aurais probablement donné le titre à William Veillette. Ce gars-là touche au moins 2 poteaux par match, c'est hallucinant. Encore, je l'ai vu au pré-camp, là, Jet 3, puis encore une fois, il touchait les poteaux. Ça en est rendu, en termes anglais, un running gag. Là. On en rit énormément, mais ce gars-là a tout pour réussir. C'est une belle carte cachée. Je sais qu'au niveau des recruteurs juniors, on l'a déjà remarqué. Comme je te disais, sa progression a peut-être été un petit peu plus longue, vu qu'il était blessé au début de l'année. Je pense manquer quasiment une quinzaine de matchs, là, une dizaine pour ça, quasiment 15 matchs. Donc c'est évident que c'est pas facile de revenir au jeu après ça, au même rythme là, que les joueurs qui sont déjà acclimatés. Mais moi, je garderais un œil sur ce joueur-là. On a un autre dans notre organisation qui est peut-être moins élite au niveau de ses habiletés, mais c'est un gars qui pourrait plaire à des équipes comme l'Armada, selon moi. C'est Nicolas Daigle. Un jeune il est répertorié assez loin. Je pense qu'ils l'ont mis dans les rondes 6 à 9, là, si je me trompe pas. Qui a quand même fait 28 points cette saison. C'est pas un gars qui est énorme, là. Et on parle de 5 pieds 8, là, autour de 150 livres. Mais c'est un gars tellement dédié. C'est pas le gars qui va sortir en première ronde parce que c'est pas lui qui a le meilleur lancer, c'est pas lui qui a les meilleures mains. Il a pas le meilleur coup de patin non plus de cette ligue-là. Par contre, c'est un gars qui il va tout laisser sur la glace. C'est un gars qui est dédié, c'est un gars qui va gagner des mises en jeu. Écoute, sa progression des mises en jeu, moi je le sais, je suis un ancien joueur de centre, puis je connais des statistiques pour l'équipe. C'était souvent 70% gagné, 30% perdu et en haut de ça. Okay. C'est un gars qu'on a utilisé, nous, quand on a gagné la Coupe Dodge. Là. C'est un gars qu'on a utilisé à outrance. Là. Il peut, comme je te dis, contrer les meilleurs joueurs adverses. Il peut amener de l'offensive. Puis une fois de temps en temps, il te sort un flash que tu dis waouh, ce gars-là a un potentiel là, offensivement également. Tu sais, il n'est pas dénué de talent. Là. Il a quand même 28 points à 16 ans. 11 buts, 17 passes, c'est quand même assez intéressant. Il a produit également en série. Il a produit au challenge. C'est un gars qui est toujours présent. Okay. Quand tu as besoin d'un joueur, il est toujours là. C'est un futur capitaine dans les équipes où il va jouer. Donc pour moi, Junior, là, je pense que s'il glisse là, moindrement plus loin que la deuxième ronde, là, je pense que ça devient un mes coups de cœur. Il y en a d'autres là, également. Là, je pense à des gars comme j'ai bien aimé Maximilien Ledoux, un gars de. C'est du collège Justin Blondin. TEB, là, Justin Blondin. J'ai bien aimé ce joueur-là. C'est ça. Sinon, écoute, on a quelques bons joueurs, nous, à Lévis. On a les frères Plomb également, pas très loin. Un qui est attaquant, qui est un gros joueur, un gros ailier qui joue très nord-sud, là, qui est capable d'en prendre physiquement, qui a un excellent lancer. Là. Écoute, c'est quand même 19 buts cette année à 16 ans. Il n'y en a pas beaucoup. En fait, ça, même en première ronde, je regarde, là, il n'y a pas tous les joueurs qui ont réussi à faire autant de buts. C'est un gars qui est une menace constante là, autour du filet. Qui, comme je te dis, avec son lancer, là, c'est un joueur dangereux. Son frère, un gardien de but, qui est un des meilleurs gardiens de but de cette QV-là. On n'a pas parlé beaucoup des gardiens de but, là, mais... Non, justement, on aurait pu se diriger vers ça, justement, vu que tu abordes le sujet d'Antoine Coulombe, qui est répertorié 61e. Et sur le plan des gardiens de but, puis après ça, je te laisse revenir, Antoine. Le premier que l'on voit apparaître sur les listes, c'est Charles-Antoine Lavallée en 2e ronde. Après ça,
Là, il n'y en a pas tant que ça. Un peu en troisième, puis là, après ça, on se rend justement à Antoine Coulombe. Eh ben, je vais parler de plus ceux que je sais. Là. Je connais Ouais. Charles-Antoine Vallée, qui jouait pour les Gaulois, qu'on a affronté là, quelques fois cette année. Je te dirais, c'est peut-être un manque de constance. Il y a un physique, il y a le physique de l'emploi, ça c'est certain. C'est un gardien qui bouge bien, quand même assez athlétique, qui est quand même assez cérébral, qui voit bien le jeu également. Moi, peut-être parce que je l'ai vu beaucoup, j'ai vu sa progression. J'ai une petite préférence pour Coulombe, qui, selon moi, a mieux progressé. Antoine Lavallée a un excellent début de saison. Je te dirais qu'il est allé un peu comme son équipe, ou son équipe est allée selon comment lui allait aussi. Il y a eu un excellent début de saison. Là. Je te dirais que jusqu'au challenge, jusqu'au fight, c'était vraiment le goaler favori. Là. Mais il l'est encore là, de ce que je vois sur la centrale. Mais c'était nettement plus dominant là, dans la première moitié de saison. Par la suite, mais comme je te dis, il y a peut-être des choses que je sais pas non plus. Est-ce que c'est des blessures? Est-ce que c'est à cet âge-là, il y a tellement de choses. Est-ce que c'est de l'épuisement? Ça peut être plusieurs choses. Par contre, je regarde même au combine, il n'y a pas eu un énorme combine. Le combine Gatorade, là, qui a eu lieu au mois d'avril. Si je me trompe pas, fin avril. Il n'y a pas eu un excellent combine. C'est plate, mais il y a beaucoup de recruteurs qui étaient là. Excuse-moi. Pas de problème. Des gars comme Hendrix Lapierre qui a été extraordinaire au combine. Je pense à Elliott Desnoyers qui a été excellent, qui n'avait pas eu une énorme saison, qui avait un peu baissé, mais je pense qu'il s'est racheté probablement au combine. Coulombe, on parle dans les buts, a été excellent au combine. Donc, je pense que ça va peut-être lui faire mal un peu. Cette année, il n'y a peut-être pas de goaler élite. Je pense que tu l'as dit, là, le premier était répertorié en deuxième ronde, puis après ça allait à plus loin pour les autres. Il y a le jeune Bouchler aussi, que lui, peut-être que les équipes vont attendre un peu. Je t'explique pourquoi. C'est que son frère a également joué une Jet 3 et puis par la suite a décidé d'emprunter la route là, pour aller probablement jouer universitaire. Là. Je sais qu'il n'y a pas eu encore... Il y a peut-être eu des offres, là, mais il n'a pas été accepté. Il n'a pas accepté aucune offre pour l'instant. Il joue en USHL présentement, qui était un très bel espoir à l'époque. Là, on voit-tu un peu disparu de la carte. Là. Cette année, c'est son année de repêchage de la Ligue nationale. Est-ce que son frère va vouloir opter pour la même voie? Des fois, ça fait peur un peu aux équipes. Ça, il y a beaucoup de choses qui se règlent là, dans les rencontres là, avec les joueurs. Là, lors des entrevues, ouais. Exact. Donc, peut-être qu'il y a une équipe qui va le prendre. Il était quand même répertorié assez haut sur la centrale, alors qu'il a joué une Jet Espoir cette année. Là, c'était peut-être pour lui donner un maximum de matchs, puisque l'organisation là, avait un excellent gardien, eux, au niveau du Jet 3. Donc, ça ferait peut-être lui donner un maximum de matchs au niveau espoir là, pour qu'il voit beaucoup de glace. Moi, dans les gardiens de but, là, comme je te dis, Lavallée, c'est vraiment pas un mauvais choix. Puis Coulombe, là, le frère jumeau, c'est un gardien peut-être un petit peu moins athlétique, un petit peu moins mobile. Par contre, très difficile à battre sur un premier lancer. Un bon, en termes d'anglais, un bon reach, capable de repérer rapidement la rondelle sur la glace. Puis comme je t'ai dit, là, sur un premier lancer, très, très difficile à battre. Je sais que les remparts l'aiment beaucoup. Mm-hmm. Est-ce qu'il va glisser jusqu'au rempart? Je ne sais pas. C'est un gars qui travaille très fort dans le gym, qui travaille très fort sur la glace. C'est un gagnant. J'ai vraiment... Sa progression en série a été extraordinaire. À la Coupe, il était extraordinaire également, à la Coupe Dodge. Sa progression là, était excellente là, depuis le temps des fêtes. Là. Il a été nommé une fois gardien de but de la semaine, peut-être même 2, et je crois du mois même. Pas le gardien de but, mais le joueur défensif. Donc, vraiment, là, après le temps des fêtes, là, il était méconnaissable, il était extraordinaire.
Moi, ça compte beaucoup dans mes évaluations quand les joueurs, là, dans les moments où ça compte dans la deuxième portion de l'année, lorsqu'ils élèvent leur jeu d'un cran, là, ça me plaît beaucoup. Donc, pour moi, c'est un sport qui va être intéressant à suivre également. Eh bien, si jamais les Remparts décidaient de mettre la main sur lui, il faut aussi considérer que les Remparts n'ont pas énormément de choix au repêchage dans les premières rondes. Je pense que leur premier choix arrive au 47e rang, c'est-à-dire en troisième ronde. Okay. Pas de choix de première, pas de choix de deuxième non plus. Bon, évidemment, Coulombe n'est pas répertorié dans les 3 premières rondes, mais quand même. Ça ne laisse pas tant de choix disponibles. Après ça, ça vaut 65e pour les Remparts. Ouais. Ça se pourrait. Peut-être plus autour, ouais. Il reste encore beaucoup à faire. Si samedi, ça se peut que ça bouge beaucoup. Oui, ça c'est sûr. Là, il y a beaucoup de changements déjà dans les directions. Là, c'est Patrick Roy qui va vouloir se rapprocher. Il reste beaucoup à voir, comme je t'ai dit. Peut-être pour terminer, là, je veux peut-être ajouter 2-3 petits noms rapidement. Oui, vas-y. On a parlé vite là, en première ronde. Je vois des gars comme Charles Baudouin, qui est pas très loin de Patrick Guay. Là. Je te dirais, en termes de talent, c'est un buteur extraordinaire, un meilleur physique que Patrick Guay. Puis ses statistiques ont toujours été assez proches. Cette année, là, on parle de 24 buts quand même là, à 16 ans. Là, c'est assez extraordinaire. William Provost, tout le monde s'attend à le voir sortir probablement à Rouen ou encore à Val-d'Or. Ah, un gars d'Amos, ouais. Ouais, c'est un gars du coin, là, c'est un gars de Santerre, si je me trompe pas. C'est un joueur qui avait joué à 14 ans également. Saison un petit peu plus difficile, difficile. 41 points quand même, mais c'est dans l'équipe la plus faible du circuit. Est-ce qu'il y avait les joueurs avec lui pour compléter ses jeux? C'est pas toujours évident, mais c'est un joueur là, avec des habiletés incroyables. Donc ça pourrait être aussi le genre de joueur qui glisse là, en raison de sa saison, mais qu'au final là, peut valoir son pesant d'or. Un joueur qui est une excellente carte, mais qui ne l'est plus tellement depuis le combine, c'est Alex Grover, qui est un attaquant des Maritimes également. C'est un joueur que moi j'avais mis, vois-tu, qu'il fallait s'attendre à un développement peut-être un peu plus lent, mais qui sera un excellent joueur, le junior majeur. Il a tellement impressionné au combine, là, il a tiré énormément. C'est un nom qui revenait souvent. Là, sa présence sur la glace, on le voyait beaucoup. Généralement, c'est bon signe. Là, quand un gars fait son nom et tout ça. Pour les bonnes raisons, évidemment. Oui, exact. C'est difficile de comparer un peu ces gars-là parce qu'ils jouent souvent dans des ligues un petit peu inférieures à la Ligue Jet 3. Des fois, on les voit. Il y a certaines équipes qui viennent au Challenge, pas tous. Des fois, on les voit par la suite à la Coupe TELUS, pas tous non plus. Donc, des fois, c'est difficile de les comparer, mais là, quand il était arrivé au combine, il était vraiment dans les joueurs d'attaque dominants. Lucas Mercury aussi, un joueur de Châteauguay, un gros bonhomme, un gros physique qui est capable de jouer power forward. C'est un gars qui a joué à 14 ans également. Une saison de 41 points, lui aussi, un petit peu en deçà des attentes, je pense. C'est pour ça qu'il a diminué un peu. Et c'est un gars qu'on voyait top 12, top 10 au début de la saison. Et là, vois-tu, selon moi, là, il est peut-être plus vers la fin de la première ronde. Là. Moi, je l'ai 15e. Ben, sur la liste du CSA, il est 14e. Donc, exact, c'est assez proche. C'est un gars, c'est ça, qui est excellent en protection de rondelles. C'est un gars qui est capable là, de jouer dans les deux sens également. Qui a peut-être un petit peu un coup de patin amélioré là, en termes de puissance et puis de rapidité. Par contre, c'est un gars qui est quand même assez mobile. J'ai Marshall Lessard que j'ai adoré cette saison. En série, il a été incroyable. Il y a eu une petite blessure, là, si je me trompe pas. C'est un attaquant là, qui est dans les plus jeunes. Là, c'est un late, donc c'est un gars né au mois de septembre. Marshall Lessard, c'est un gars qui a 18 buts, 22 passes cette saison. C'est un gars qui est capable de tout faire, qui a un excellent lancer, avec un physique là, comme tout là, dans la normale. Puis finalement, des gars comme William Dufour de Sainte-Foy, du SSF, peut-être parce que c'est nos grands rivaux. Je sais que son entraîneur a dit qu'il doit être un joueur top 10, un joueur top 5 même. Moi, j'ai certains doutes. Oui, il y a le physique, ça c'est sûr.
ça c'est mon impression, mais j'ai quelques chiffres ou quelques présences où on dirait que sa constance diminue, d'autres présences où il va être un petit peu plus dominant. Moi, je m'attendais à le voir un petit peu plus présent là, en série ou encore durant la Coupe Dodge et tout ça. Il a quand même eu une bonne saison. C'est un bon buteur. Pour moi, c'est plus un buteur qu'un fabricant de jeu, qui est quand même assez complet, mais comme je te dis, là, qui a un physique qui risque d'intéresser beaucoup d'équipes. Je vais finir avec peut-être 2, 3, 4 noms rapidement. Là. Elliot Desnoyers, un gars de Saint-Hyacinthe, un gars qui a joué à 14 ans également, qui m'a un petit peu déçu cette saison. Lui doit améliorer, je pense, un petit peu sa rapidité. Il a un bon sens du jeu, ça c'est indéniable. Par contre, on s'attendait là, pour un joueur qui a évolué à 14 ans dans la Ligue Midget 3. Je pense qu'il est répertorié fin de première ronde, là, si je ne me trompe pas. Pour le CSR, effectivement, c'est 16e rang. Oui, exact, c'est ça. Mais c'est comme je te dis, moi, c'est un gars qui a bougé beaucoup sur ma liste. Là. Je l'ai eu plus bas, je l'ai eu plus haut au début de l'année. Il a bougé beaucoup, donc ça, des fois, ça sonne un petit flag. Puis je vais terminer avec deux gars, Xavier Bourgault, un gars de Lévis, un gars avec des habiletés, là, wow, incroyable. Dans un espace restreint, il peut sortir de là, c'est une façon phénoménale, je te jure. C'est, on appelle les cars ou les edge en anglais. C'est vraiment une mobilité là, élite là, pour une Jet 3. Il n'y a pas le gros physique non plus, il n'y a pas encore la force peut-être nécessaire pour faire le saut immédiatement junior majeur. Par contre, un gars avec des habiletés comme ça, là, c'est sûr et certain qu'il va jouer junior majeur. Je suis prêt à mettre ma paye la saison prochaine, que d'ici quelques années, il va jouer junior majeur. C'est un gars, c'est ça, qui a vraiment des habiletés là, incroyables. Il lui reste à muscler un peu son jeu. Puis on va y aller avec peut-être le meilleur, en termes anglais, on dit overager, c'est-à-dire un gars qui n'a pas été repêché qui est passé sous les radars, qui cette année va être définitivement repêché. C'est Simon Pinard, un gars de Magog également, qui a une saison incroyable. Écoute, en série, là, c'est une production à tout casser. À la Coupe TELUS, il était partout. C'était un des joueurs là, les plus dominants en fin de saison. Il y a quand même une saison assez intéressante également. Là, on parle de 16 buts, 22 passes. C'est définitivement le premier joueur là, de 16 ans qui va sortir cette année au repêchage. Une équipe qui est déjà en construction pour être tentée de le prendre. Tu sais, je pense à une équipe comme Val-d'Or, par exemple, avec le règlement du nombre de 16 ans là, admissibles pour une équipe. Les autres vont en avoir énormément, selon moi. Donc, ça peut être tentant de monter déjà un gars comme ça, qui est complet dans les deux sens, qui est déjà prêt à jouer junior majeur. Donc, ça va être hyper intéressant à suivre, là, qui va être une belle carte là, pour ce repêchage-là aussi. Moi, je le vois peut-être plus sortir en début deuxième ronde, là, mais ça devrait pas aller beaucoup plus loin que la deuxième ronde, là, ça, c'est sûr et certain. Ben, tu vois, eux, ils l'ont classé 27e, donc ça rejoint pas mal la vision que tu avais de son rang de sélection. Là. Ben, écoute, je te remercie pour cet exhaustif tour de table. Ce que j'apprécie, c'est qu'encore une fois, tu... Tombé dans mes palettes. Là, oui, oui. J'ai l'impression qu'on n'aurait pas à jaser pendant des jours et des jours. Ce que j'apprécie aussi, c'est que il faut absolument que tu te lances dans des paris dans chaque intervention. Ça commence à me coûter cher. Là, Ben là, cette fois-ci, c'est une paye. La dernière fois, c'était une bière. Fait que je vais te laisser aller réfléchir à la bière que tu vas m'offrir samedi. Puis, à ce moment-là, ben écoute, on va avoir le plaisir de se revoir de toute façon le samedi au repêchage. On verra bien comment tous ces jeunes-là vont vivre ce moment-là. Évidemment, c'est pour eux autres. Là, ça va être une expérience extraordinaire. On va avoir l'occasion de les rencontrer. Puis, c'est pas une finalité, hein, le repêchage. Ben non, c'est un billet. Puis après ça, ben tu fais ton chemin. Je connais bien des joueurs junior majeurs qui n'ont pas été repêchés, qui ont eu d'excellentes carrières, que ce soit même après au niveau professionnel. Exact. Puis même le rang importe peu. Quand une
équipe te sélectionne, c'est qu'ils croient en toi, qu'ils pensent que tu es capable de te développer pour jouer avec eux. C'est des jeunes en pleine maturité, pas en maturité, mais en pleine, justement, en prise de maturité, donc en développement. Ça va être hyper plaisant. Puis écoute, si tu veux, je me propose, là, on regardera les choix par la suite que Shawi a fait. Oui. On fait un peu là, l'évaluation de leur repêchage. Ils ont évidemment des choix très intéressants pour le repêchage, donc des rangs là. C'est 5 choix dans les 35 premiers, si je me trompe pas. Là. Donc, pour eux, là, ça va être une séance de sélection qui va être extrêmement importante, non seulement pour l'an prochain, mais sur les années qui s'en viennent, là, parce que faut garnir un peu cette équipe-là de talent à l'attaque. Ça a été une année difficile l'année passée. On a perdu des joueurs qui, normalement, auraient peut-être dû rester chez nous un peu plus longtemps. Alors, à ce moment-là, ça affecte le développement à long terme. Ça va être un repêchage déterminant pour les Cataractes cette année. Ouais, donc on en discutera, là, si tu veux. Après ça, je vais regarder les gars qui ont été sélectionnés, là, puis on fera un petit tour de table pour déjà vous ayez une petite connaissance des gars qui s'en viennent pour le futur chez William. Excellent. Ben, je te remercie beaucoup, Benoît. Ça fait plaisir. Salut! Salut!